Alors, donc, on est rentré là, ça y est, donc, donc à travers, donc on a vu ensemble, malheureusement il y a comment je le fais, ça permet de mieux se connaître. Alors, donc là on sort du chapitre de tout ce qui est dermatose inflammatoire et on va rentrer dans la pathologie infectieuse. Donc dans la pathologie infectieuse, de façon schématique, donc vous avez les infections bactériennes, virales, parasitaires et puis les mycoses. Alors donc aujourd'hui on va s'intéresser aux infections fongiques. Et dans les infections fongiques, donc on va voir qu'il y a les présentations. Alors les mycoses, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Hein. Donc c'est des infections secondaires donc à des micro-organismes qu'on appelle des champignons. Alors c'est des champignons bien sûr microscopiques, on ne parle pas des champignons, des autres champignons. Maintenant, ce qui pose problème, c'est qu'il y a diverses présentations cliniques, différents champignons donc capables d'infecter notre peau et il faudra connaître toutes ces manifestations-là afin d'identifier les mycoses. Et comme on l'a vu ensemble, donc la dermatologie, enfin l'examen de la peau, couvre également celui des phanères, à savoir donc le cuir chevelu, les cheveux et puis les muqueuses. Donc à travers ce cours-là, vous allez voir donc les différentes présentations cliniques. Donc, selon la localisation, lorsque le champignon touche la peau, on parle d'épidermomycose. Donc, quand on parle d'épidermomycose, c'est que la peau, hein. Donc ça n'est pas les cheveux. Alors, lorsque ça touche les cheveux, on parle de teigne. Alors, c'est les cheveux et cuir chevelu. Hein. Lorsque ça touche les ongles, on parle d'onychomycose. Et puis, bien sûr, vous avez tout ce qui est infection fongique des muqueuses. Alors, c'est des infections cosmopolites, c'est-à-dire on va les trouver dans le monde entier, avec certaines quand même variabilités. Alors, il y a des champignons qui ne sont pas présents enfin, au niveau de certains continents, c'est qu'ils ont un petit peu leur particularité. Parfois, ils sont carrément responsables de mycoses dites profondes. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est les champignons communs, donc communautaires, responsables de ce qu'on appelle les infections, donc les mycoses cutanéomycoses superficielles. D'accord ? Alors, c'est des infections très, très fréquentes. C'est un motif très fréquent alors, de consultation. Alors, ce que vous connaissez habituellement comme mycose, ça va être... Alors, ce que vous connaissez, là, c'est juste au hasard. Qu'est-ce que vous connaissez comme mycose? Celle qui vous vient en tête? Oui, les candidoses, à travers ce qu'on... Alors, tout le monde connaît ce que c'est que le pied d'athlète, l'intertrigo fongique. Alors, même les patients, ils viennent nous dire, j'ai une mycose. Docteur, j'ai une mycose, je veux un traitement antifongique. Donc, vous voyez que c'est assez fréquent. Alors, cependant, sachez que ces mycoses-là peuvent être secondaires soit à de vrais pathogènes, c'est-à-dire en surinfecte, donc le champignon, c'est un pathogène qui vient de l'extérieur, soit dans certaines situations, c'est des champignons dits saprophytes, donc c'est des champignons qu'on va retrouver à l'état normalement normal, physiologique, et lors de modifications du terrain ou du climat, on va dire le climat, parce que ça reste quand même... C'est tout un, comment dire, un organisme, un équilibre de l'organisme, le corps humain. Donc, toute modification, on va dire, va entraîner donc l'émergence de ces champignons dits opportunistes. Donc, ils vont se transformer en forme pathogène. Et celui vraiment qu'on connaît, qui est en tête de liste, ça va être ce dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Le candida. Alors, comme vous le savez, le candida est un saprophyte. Mais dans certaines situations, ce saprophyte va se transformer en pathogène. Alors, il y a 3 groupes de champignons. Ces champignons-là, donc on va les identifier selon, donc, par d'abord donc leur mode de reproduction. Alors, ce mode de reproduction sera confirmé, bien sûr, par un examen mycologique. Donc, à chaque fois que c'est possible, lorsque vous pouvez, faites votre examen. Alors, c'est très simple, c'est accessible. On fait soit un scotch test, soit on va gratter, lorsque c'est au niveau de la peau, au niveau du cuir chevelu. Lorsqu'on suspecte une onychomycose, alors par contre, là, on va venir gratter un petit peu sous l'angle. Hein. Donc, on va ramener du matériel fongique. Alors, on fait très attention parce que si on ne fait pas correctement notre examen, on peut avoir de faux négatifs. Hein. Alors, donc l'examen direct permet d'objectiver la présence donc d'une mycose et on demande une culture. Alors, cette culture donc, va se faire sur un milieu dit de Saboro. Alors, c'est un milieu particulier donc, qui va être riche en glucose, en peptone, donc en gélose, et qui va nous identifier le type donc, de ce champignon-là. Il va vous dire c'est du dermatophyte ou c'est du candida. Parfois même, il peut vous donner la famille carrément donc, de ce champignon-là. Alors, cette culture, elle va se faire en général, donc elle dure de 2 à 6 semaines. En moyenne, c'est 4 semaines. Au bout de 28 jours, en général, on a notre culture.
Et puis pour l'examen direct, alors soit on va faire un examen donc juste direct comme ça, ou on peut mettre de la potasse caustique ou encore du sulfure de sodium. Donc ça c'est un petit peu du domaine de la parasitologie, donc de la plutôt microbiologie. On va regarder donc, on va essayer de confirmer notre diagnostic. Alors, en matière de traitement, sachez qu'il existe des traitements locaux, des traitements généraux, et puis il y a des mesures adjuvantes qui vont vous permettre à la fois, bien sûr, d'éradiquer ce champignon-là, d'éviter les récidives, et bien sûr, souvent, de rééquilibrer le terrain. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, parfois, c'est dans certaines conditions que vont venir, donc, vont se manifester ces champignons qui deviennent, donc, qui sont des opportunistes. Donc, il faut faire attention. Alors, ces mesures-là, elles permettent de limiter, donc, ce matériel fongique. On va se débarrasser un petit peu. On va limiter la prolifération, donc cette prolifération à travers certaines mesures qu'on verra par la suite. Et puis, bien sûr, on limite la pullulation et on fait, bien sûr, dans la prévention. Alors, si un patient vient vous voir pour une mycose, c'est qu'il a encore d'autres chances d'avoir d'autres mycoses, c'est-à-dire on va s'intéresser à ses habitudes. Maintenant, vous savez, il suffit de marcher pieds nus et on peut s'attraper une mycose. Donc, on va essayer de s'intéresser à cela, surtout que la plupart des patients, en général, alors on peut avoir bien sûr de jeunes patients, alors indemnes de toute autre maladie, mais souvent des patients âgés. Alors, on va retrouver d'autres retards, des patients diabétiques. Il faut faire très attention. Chez un sujet diabétique, alors ces mycoses-là, en les laissant traîner, ça peut faire la porte d'entrée, notamment à d'autres infections qui peuvent être un peu plus, on ne va pas dire graves, mais un peu plus méchantes, à savoir les infections bactériennes, effectivement, donc à travers des infections secondaires streptocoque ou encore staphylocoque. Donc, il y a toute une éducation derrière qui doit venir. Alors, ces champignons. Alors, ces champignons, donc, comme je vous disais, ça peut être des saprophytes ou de vrais pathogènes. Alors, les facteurs incriminés, donc, pour favoriser donc l'émergence de mycoses, ça va être bien sûr les milieux donc fermés, humides, donc à travers la macération. Donc, si on porte des chaussures, alors toute la journée, on a des chaussures hermétiques, donc fermées, alors on ne se lave pas, donc on a plus de chances d'avoir des mycoses. Donc là, il faut. Alors, ça, par exemple, c'est très fréquent chez les sportifs, hein, chez les sujets jeunes sportifs. Alors, comme vous le savez, toute immunosuppression iatrogène, donc médicamenteuse, peut également donc, favoriser l'émergence de tout ce qui est infection en général. Toute modification du pH également, souvenez-vous, on a parlé du pH cutané. Alors les champignons, gardez votre bavette s'il vous plaît. Donc les champignons résistent, alors ils sont plus altérés par le pH. Exactement. Donc, toute modification du pH peut faire basculer donc, vers une infection ou une autre. Donc, tous ces facteurs-là peuvent être des facteurs favorisant donc, de l'émergence de ces mycoses et d'apparition de mycoses cutanées ou muqueuses. Maintenant, concernant la contamination. Alors, la contamination la plus fréquente, ça va être la contamination interhumaine, étant donné que ces champignons-là, pour la plupart, ça va être des anthropophiles, c'est-à-dire c'est des champignons propres à l'homme. On les transmet donc d'humain à humain. Cependant, d'autres, alors vous voyez, on se retrouve avec ce virus Covid-là, donc apparemment transmis à partir d'un animal. Sachez qu'on peut également se contaminer à partir de mycoses, de champignons, alors provenant soit d'animaux, et là on parle de contamination zoophile, ou encore de contamination dite tellurique à partir des sols, ou encore géophile. Alors, pour l'anthropophile, en général, une espèce de, pas de tolérance, mais les réactions sont un petit peu moindres. Alors que pour les autres champignons, souvent, alors déjà cliniquement, on les suspecte devant l'aspect clinique parce qu'ils entraînent, étant donné qu'il n'y a pas on ne veut pas dire d'immunisation. Alors, à chaque fois qu'on a un germe, par exemple humain, il y a une espèce d'immunisation derrière, donc il y a une espèce de, on ne va pas dire tolérance, bien que le champignon lui-même entraîne des lésions, mais pour les autres champignons, comme il n'y a jamais eu de contact avec ces champignons-là, la réaction sera d'autant plus importante et d'autant plus inflammatoire. Alors, c'est le cas, par exemple, des onychomycoses. Alors, les onychomycoses d'origine anthropophile, alors le premier champignon responsable de ces mycoses-là, ça va être le dermatophyte, on verra ça ensemble. Alors, en général, c'est des lésions qui touchent l'ongle. Alors, maintenant, si on a, par exemple, une origine tellurique, alors, en général, l'ongle, ça touche non seulement l'ongle, mais on a une grosse inflammation, un périonnexis qui y est associé. Donc ça, déjà cliniquement, alors je vais vous donner certaines nuances un petit peu cliniques, sémiologiques. C'est vrai que dans l'idéal, faire un examen mycologique nous permet d'identifier le germe, mais certaines nuances, on va dire, certaines spécificités cliniques permettent déjà une certaine orientation diagnostique.
bien que parfois le traitement, on verra, le traitement peut se rejoindre, être le même ou être différent selon le champignon en cause. Alors ces champignons vont être classés selon leur mode de reproduction. Alors, on commence par le dermatophyte. Alors le dermatophyte, c'est ce que vous voyez. Donc c'est un champignon dit filamenteux, comme vous le voyez là. Il est dit très kératinophile et kératinolytique, c'est-à-dire il a une affinité particulière pour la kératine. La kératine, on la retrouve. La kératine, c'est les kératinocytes. Donc, on la trouve aussi bien au niveau de la peau que la kératine des cheveux. Ça, c'est connu. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver, c'est-à-dire qu'il sera responsable de beaucoup plus d'épidermomycose et de teigne. Alors, il est non seulement kératinophile, mais kératinolytique, c'est-à-dire il va entraîner une destruction, une lise de la kératine. Ça, au niveau du cheveu, il va entraîner une destruction du cheveu. Alors, les cheveux vont être fragiles, cassants. Au niveau de la peau, il va y avoir non seulement des réactions inflammatoires, mais des réactions squameuses qu'on verra ensemble. Alors, maintenant, concernant le parasitisme, il peut être endo et ectotrix. Donc, il peut être soit à l'intérieur du cheveu, du poil, ou engainé à travers donc, ce parasitisme dit ectotrix, comme on peut avoir les deux à la fois. Alors, il se reproduit par un système de filaments, champignon filamenteux, reproduction filamenteuse. Alors, ce mode de reproduction, c'est lui qui détermine les différents types de champignons. Et puis, vous avez trois genres. Vous avez le microsporum, le trichophyton, et puis l'épidermophyton. Alors, le trichophyton, rubrum, c'est le plus fréquent. Donc, ça, c'est juste des classes donc, de genres de champignons. Alors, c'est surtout utile pour les études épidémiologiques et mycologiques. Et puis, ce champignon-là, si on s'amusait à faire la lumière de Wood, la lumière bleuâtre que vous connaissez, donc ça va entraîner une petite fluorescence verdâtre, dite jaune verdâtre, qui va être caractéristique donc, de notre dermatophyte. Alors, voilà les dermatophytes, les différents types de dermatophytes. Alors, vous avez le microsporum odwini, alors c'est la liste de tout ce que on peut rencontrer. Alors, ça c'est pour les anthropophiles, vous avez les zéophiles, enfin les géophiles qui sont les moins fréquents. Alors, vous avez le rubrum, le trichophyton rubrum, vous voyez, c'est celui qui va être responsable de la plupart. Vous voyez ou pas là? Alors, je vous montre là. Alors, voilà le trichophyton rubrum, donc il va être responsable de la majorité des infections fongiques. C'est le plus fréquent, c'est le plus commun. Alors, et puis vous avez celui-là. Alors, vous avez le Trichophyton schonleini, qui est le seul champignon responsable de ce qu'on appelle le favus, qu'on verra ensemble tout à l'heure. Alors, vous voyez, pour le reste, ça peut être responsable de teigne, d'intertrigo. Alors là, par contre, ça va être beaucoup plus des localisations. Donc, pour les zoophiles, les géophiles, ça va être beaucoup plus des champignons responsables de teigne, qui sont en général très inflammatoires. Les levuroses. Donc, le deuxième groupe de mycoses. Alors, en tête de liste, vous avez le Candida albicans, mais sachez qu'il existe d'autres candidoses. Alors, ils ont une forme arrondie. Non? Ah non. Ah, il faut relever. Merci. Alors, vous avez les candidoses. Alors, ces champignons ont une grande affinité, surtout pour les muqueuses. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver en général le candida. Alors, mais également, il peut se localiser au niveau de la peau. On a également du candida. Alors, accessoirement, au niveau des fanères. Alors, les fanères, alors concernant le candida, quand on parle de fanères, c'est surtout l'ongle. On va pas retrouver des teignes candidosiques, alors il s'agit surtout d'une atteinte de l'ongle. Alors, ils ont un système de reproduction spécifique. Alors, ces petits bourgeons-là, vous voyez que l'aspect est très différent. Donc, déjà, là, on a des spécificités propres qui sont pratiquement donc, microscopiques et qui nous permettent donc cette différenciation. Et l'examen de la lumière de Wood va être négatif. Donc, ça nous permet. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous avez déjà vu la lumière de Wood? Alors, c'est la lumière bleue, alors que vous voyez dans vos séries télévisées policières. C'est la lumière bleue, là, avec laquelle, exactement, c'est elle qui va nous permettre donc d'objectiver, donc qui va entraîner donc une accentuation de tout ce qui est donc pigmentation ou dépigmentation. Alors, j'en avais une, mais sincèrement, je pense que là, ça fait longtemps que... Alors, c'est vrai que ça pourrait nous orienter. C'est tout simple. Il suffit de passer cette lumière-là et parfois le recours à des examens aussi simples peut être utile si on n'a pas, bien sûr, par exemple, un laboratoire à côté pour faire notre examen mycologique.
Et en troisième groupe, vous avez les moisissures. Alors, concernant les moisissures, on les retrouve. Elles vont être d'origine tellurique, en général, donc, ou encore géophile. Alors, la contamination, elle est rare, exceptionnelle. Et le problème avec ces moisissures-là, en général, elles contaminent un sujet déjà qui est on va dire, débilité. Donc le problème, c'est que les réactions vont être très importantes et parfois il peut y avoir des infections beaucoup plus profondes. Étant donné que ces moisissures-là, on peut les inhaler également. Bien sûr, il y a les mycoses également profondes qui peuvent être secondaires donc à l'exposition accidentelle à ces moisissures-là. C'est comme dans les caves, par exemple, alors, il faut faire très attention, des caves fermées, donc là, il y a un risque d'infection par les moisissures. Alors, c'était ça profite donc des sols et des plantes. Alors, faire attention. Franchement, les moisissures, elles sont rares, exceptionnelles, mais lorsqu'elles sont là, donc elles sont responsables de tableaux assez, on va dire, un petit peu méchants par rapport aux autres mycoses. On va commencer par les dermatophysies. Alors, motif de consultation très fréquent. Alors, elle représente 5% de la consultation dermatologique, mais sincèrement, je pense que c'est un peu plus que ça. Ça, c'est ce qu'on rapporte dans la littérature. Donc, comme on l'a vu, il y a 3 espèces. Donc, les géophiles, donc les anthropophiles, les zoophiles et puis les géophiles. Donc, comme on l'a vu, donc, à part le Microsporum gypsum, donc c'est le plus fréquent en matière d'espèces géophiles. Alors, pour le reste, donc, gardez juste en tête que ces contaminations donc non anthropophiles qui ne sont pas interhumaines sont rares, exceptionnelles et souvent liées à certains facteurs. Alors, notamment le facteur d'exposition accidentelle dans lequel on pourrait intégrer, par exemple, la profession. Et dans la profession, on va retrouver en général des éleveurs, des vétérinaires. Donc, c'est l'exposition accidentelle, donc en étant en contact avec soit des animaux malades ou encore avec on va dire des plantes donc, sur lesquelles on va retrouver ces mycoses-là. Alors, maintenant, concernant les anthropophiles. Alors, pour les anthropophiles, alors c'est vrai, alors si on a un contact direct, il y a un risque de contamination. Alors, le contact direct, alors, il est plus fréquent pour tout ce qui est épidermomycose, notamment pour l'herpès circiné. Alors, l'herpès circiné, c'est très... Alors, on verra, c'est des petits médaillons. Alors, souvent, ils sont très fréquents chez l'enfant. On va en trouver chez la fratrie, donc des herpès comme ça, des épidermomycoses. Donc, soit il y a un contact direct d'enfant à enfant, par exemple, ou encore d'être humain on va dire, à être humain, ou dans la plupart des cas, c'est un contact, c'est une contamination indirecte. C'est le mode de contamination le plus fréquent. Alors, à cause du renouvellement cutané, souvenez-vous de ce pouls cutané, donc il y a un renouvellement et on va éliminer de la peau dite morte. Donc, on va éliminer des squames, des cornéocytes. Et ces cornéocytes dans lesquels on va retrouver donc du matériel fongique, c'est-à-dire en marchant, en vivant normalement, on va éliminer donc ces cornéocytes, on va dire ces débris-là mycosiques qu'on va retrouver sur les sols. Alors si on s'amuse à marcher pieds nus, c'est vrai qu'on ne va pas attraper automatiquement une mycose, il suffit d'avoir une petite brèche. Alors on peut avoir un microtraumatisme. À travers ce petit microtraumatisme, votre champignon va venir se faufiler et vous donner donc une mycose. Alors le microtraumatisme, il concerne aussi bien la peau que l'angle. Mais souvent, donc, ces contaminations se feront dans des lieux dits publics, donc à travers les piscines, les mosquées. Il faut faire attention, il faut mettre des chaussettes afin d'éviter toute contamination, les salles de bain, les salles de sport. Donc dès qu'on marche pieds nus, on s'expose au risque notamment d'infection fongique. Alors, bien sûr, comme je vous disais, il faut quand même qu'il y ait une altération. Alors, pieds nus, c'est pas, on a quand même la peau, elle est assez épaisse à ce niveau-là. Donc, mais si on a des callosités, si on a des rugosités, si on a des petites plaies, donc là, il y a un risque de contamination. Donc, toute altération associée. Alors, dans les altérations cutanées, on va retrouver un tas de choses. On peut retrouver l'eczéma, on peut retrouver une petite infection. Et là, la porte, elle est là, la porte, elle est ouverte donc à ces infections fongiques. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, pour les autres espèces, l'infection, donc la contamination, elle va être accidentelle, souvent d'origine donc professionnelle. D'ailleurs, quand vous avez par exemple un enfant qui vient malade, enfin, qui a une mycose, votre premier réflexe, alors si vous avez un adulte, bien sûr, vous allez demander la profession. Maintenant, quand vous avez un enfant ou adulte, même les adultes. Pardon? J'ai rien entendu, pardon. Oui?
Oui, alors le contaminateur, comme vous le dites bien aussi bien, très bien, donc peut être soit humain ou animal. On pourra chercher donc s'il n'y a pas d'autres donc membres de la famille malade ou s'il n'y a pas un animal de compagnie. Alors c'est très fréquent les chats, donc souvent ça passe inaperçu. On dit oui c'est vrai, donc là il faudra traiter aussi bien l'humain que l'animal. On va se demander leur demander pour autant de se débarrasser de l'animal. Alors on commence par les teignes. Donc quand on parle de teigne, ça veut dire donc, atteinte du cuir chevelu et des cheveux suite à une infection fongique de type dermatophytique. Alors, qu'est-ce qu'il va, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il est très kératinophile, donc il va y avoir cette cassure, donc cette alopécie donc secondaire. Alors, donc souvent, c'est des plaques alopéciques, donc que ce soit au niveau, alors c'est toutes les zones pilaires qui peuvent être touchées, mais en général, c'est le cuir chevelu. Donc, on va avoir de l'alopécie. Associé à cela, vous allez avoir des squames et des lésions. Alors, elles peuvent être érythémateuses ou pas. Donc, c'est des zones alopéciques squameuses. Donc là, si vous avez des zones squameuses cuir chevelu, donc premier réflexe à avoir, c'est de voir si l'état, si l'aspect des cheveux est normal. Tout ce qui est squameux n'est pas forcément teigne. D'accord? Cependant, toutes les teignes, vous allez le voir, entraînent des alopécies et des squames. Maintenant, l'aspect clinique donc, va être variable selon l'espèce en cause. Alors, vous avez ce qu'on appelle les teignes tendantes, alors qui vont donner de grandes plaques, soit pour la microsporique ou les petites plaques pour la trichophytique. Enfin, vous avez les autres teignes. Vous avez la teigne inflammatoire suppurative dite carrion de Cels, et puis enfin la teigne favique ou le favus. On commence par donc la teigne tendante, donc microsporique. Alors, elles sont dues donc soit au Microsporum oduini, qui est un anthropophile. Vous avez le Longeroni également, qui est un anthropophile. Et puis enfin, accessoirement, elles peuvent être dues au Microsporum canis, qui est un zoophile. Alors, elle va se présenter comme telle. Donc, gardez qu'en tête, elle peut être aussi bien anthropophile que zoophile, mais avec prédominance de l'atteinte de la contamination interhumaine. Elles sont contagieuses. Donc, je vous ai mis juste un petit plus, une petite croix. C'est vrai qu'elles sont contagieuses, mais elles ne sont pas responsables de grosses épidémies. On verra lesquelles sont beaucoup plus contagieuses. Alors, souvent, c'est des enfants en âge scolaire qu'elles vont toucher. Alors, maintenant, pourquoi? Parce que les patients consultent, mais dans certaines situations, ils peuvent ne pas être amenés à consulter. Alors, sachez que si on laissait évoluer, ce type de teigne va évoluer vers une guérison. Donc, à la longue, à la puberté, ça veut dire qu'il faut laisser s'écouler beaucoup de temps avant que cette teigne ne disparaisse. Alors, cependant, sous traitement, elle guérit en général très rapidement, au bout de quelques semaines. Elle va se présenter comme telle, comme vous voyez, c'est une grande plaque érythémato-squameuse. Elle est un petit peu mal limitée. Alors, elle est grossièrement arrondie de quelques centimètres. Ça peut aller de 3 à 6 centimètres. Parfois, on peut retrouver plusieurs grandes plaques, hein, mais elles restent peu nombreuses. Et puis, un aspect très particulier des cheveux dits en brosse. Alors là, il est pas, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une cassure du cheveu à 2-3 mm. On a l'impression que c'est cet aspect que vous voyez dans les brosses à cheveux que vous connaissez. Donc la cassure, elle va se faire pratiquement à l'émergence du cheveu. Donc on ne va pas avoir... Alors tous les cheveux vont être un petit peu cassés au même niveau. Hein. Contrairement, on verra tout à l'heure à l'autre type de teigne. Et puis vous avez, si on fait un examen, donc d'abord à la lumière de Wood, on va retrouver cette fluorescence, et puis un type de parasitisme à la fois ecto et endotrix. Et puis il y a un aspect en microscopie dite de gaine givrée. Alors pourquoi? Parce qu'elle est pulvérulente, et puis il y a une espèce d'un aspect comme ça de kératino, donc de dermatophyte, donc et de spores qui va entourer. Donc non seulement il va engluer plutôt, donc entourer vos cheveux, et puis il va également se localiser à l'intérieur donc de la tige pilaire, donc ces filaments-là qui vont donc constituer ce type de parasitisme à la fois ecto et endo. Alors ça, donc c'est pour la microsporique. Maintenant pour la trichophytique. Alors les principaux, donc elle est d'origine interhumaine, donc c'est un dermatophyte spécifique. Alors il y en a plusieurs. Alors vous avez le Trichophyton tensurans, le violasum, et puis le sonanens. Vous voyez que les dermatophytes sont anthropophiles. Elle est
très contagieuse et peut être responsable d'épidémies des collectivités. Alors, donc là, il faut chercher dans l'entourage s'il n'y a pas eu donc une contamination. Étant donné ce caractère très contagieux de cette teigne-là, alors elle touche pareil. Alors, c'est des affections beaucoup plus fréquentes chez l'enfant concernant les teignes. C'est très fréquent. Alors, pareil, si on laisse évoluer, ça finit par guérir, mais au prix, franchement, de beaucoup de temps. Alors, comment va se présenter ces teignes-là? C'est de toutes petites plaques, comme vous le voyez. Alors, elles sont plutôt grisâtres, plutôt qu'érythémateuses, squameuses. Elles sont de 1 à 2 cm, donc elles sont très petites et multiples. Maintenant, contrairement à tout à l'heure, on a un aspect de cheveux coupés en brosse. Là, vous allez avoir des cheveux coupés à différents niveaux. Alors, certains sont coupés à ras, pratiquement, et donnant un aspect dit en point noir. Donc, on a l'impression que le cheveu, il va sortir, donc on voit cet aspect un petit peu dit comédonien, pseudo-comédonien, parce que ce n'est pas un comédon. Donc, pourquoi? Parce que le cheveu, il est implanté alors très court au niveau de votre follicule donc, pilaire. Et puis, paradoxalement, il y a quelques cheveux sains, donc indemnes. Donc, vous avez différentes tailles de cheveux avec cet aspect dit pseudo-comédonien. Maintenant, on peut avoir carrément un casque dit secondaire mycosique à travers la coalescence de ces petites plaques donc, qui peuvent se rapprocher et puis donner une espèce soit de grandes plaques secondairement, parce que l'aspect initial, c'est des tout petites plaques. Donc, ça peut donner soit un casque squameux, soit ça peut donner donc de grandes plaques secondairement après coalescence des toutes petites plaques. Alors, l'examen à la lumière de Wood, il est négatif, et puis le parasitisme, il est de type endotrix. Et puis, on a l'impression que les cheveux sont bourrés, donc bourrés de spores, donnant un aspect de sac de noix. On a l'impression qu'il y a tellement de spores à l'intérieur qui ressemblent un petit peu aux noix que vous connaissez. Donc ça, c'est pour les teignes tendantes. Alors, tendante, ça veut dire avec alopécie. Donc, vous avez deux types, donc à savoir la microsporique et la trichophytique, dont les deux aspects cliniques sont complètement, vous voyez, différents. Oui. Ah oui, elle est transitoire. Par contre, elle ne va pas être transitoire pour toutes les teignes. Elle est transitoire pour ces teignes-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, si on laisse évoluer, c'est plus dans ce sens-là, ça veut dire si on laisse évoluer son traitement, malgré cela, il n'y aura pas d'alopécie cicatricielle, il y aura une régression des lésions, mais sur le long cours. Maintenant, on va voir quelles sont les teignes qui peuvent laisser. Alors, c'est vrai que ce n'est pas méchant, mais là, on peut avoir quand même des alopécies cicatricielles. On n'a pas besoin d'avoir cette évolution. Merci. Donc, cette évolution-là. Alors, ces teignes-là, donc à savoir la teigne inflammatoire ou le chérion de Seltz, ainsi que le favus, peuvent laisser des cicatrices indélébiles. Alors, pour le favus, ça va être carrément une alopécie définitive. Alors, les dermatophytes responsables, comme vous le voyez, on va retrouver en tête de liste le montagrophyte qui est un zoophile. Vous avez l'encrassome, le trichophytum encrassome qui est également un zoophile. Vous avez le microsporum canis qui est pareil, un zoophile. On va retrouver le tellurique qui est le microsporum gypsum. Et puis accessoirement, vous avez le trichophytum rubrum. Et puis enfin, l'osodanens qui est également un anthropophile. Alors, comme je vous disais, le Trichophytum rubrum, c'est le plus fréquent. Il est d'origine anthropophile, mais pour ce type de teigne, il est accessoire. Donc, la teinte se fait surtout, elle est soit d'origine donc zoophile ou tellurique. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une réaction très inflammatoire, donc à travers ce qu'on appelle le chérion de Seltz ou ce macaron. Donc, on ne va pas avoir une lésion érythémato-squameuse, on va avoir carrément une infiltration inflammatoire avec alopécie. Alors, si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner une alopécie également définitive. Alors, elle n'est pas très contagieuse. Alors, on va la retrouver surtout sur des terrains, dans des milieux particuliers, à savoir le milieu rural ou professionnel. Donc, là, on retrouve le contact accidentel avec des animaux, encore avec l'environnement. Alors, elle peut toucher non seulement le cuir chevelu, mais toutes les zones pileuses, à savoir la barbe. On peut même en voir les régions. On a déjà vu les régions carrément génitales. Alors, donc, comment va se présenter cette teigne-là? Donc, vous allez avoir une grosse lésion érythémateuse. Elle est également un petit peu squameuse, mais surtout, elle est très inflammatoire et on va retrouver du pus. On va retrouver de la suppuration
alors à travers ces follicules donc pileux, donc qui vont laisser sourdre donc du pus. Donc d'ailleurs, si vous enlevez votre poil, vous allez voir du pus qui va sortir, donnant un aspect dit en pomme d'arrosoir. Alors la pomme d'arrosoir, vous connaissez l'arrosoir avec lequel alors vous voyez la pomme là, donc c'est criblé de petits orifices, et on a cette impression que ça donne cet aspect-là. Et puis de façon un petit peu plus poétique, on a fait on va dire ressembler cette lésion au macaron. Alors le macaron, c'est le macaron, enfin le gâteau que vous connaissez. Alors donc c'est donc cet aspect-là, on va le voir en général au bout du 10e à 15e jour. Hein. Donc après la contamination, le contact donc infectant avec ces dermatophytes-là. Alors souvent, c'est une lésion unique. Donc on a vu au niveau du cuir chevelu sur la photo, c'est un gros macaron. Mais on peut avoir au niveau de la barbe plusieurs petites lésions. Elles peuvent être, mais en général, elles sont peu nombreuses. Alors le parasitisme donc, est appelé, alors j'ai oublié de vous dire, alors lorsque le chérion de Seltz se localise au niveau de la barbe, on parle de psychosis. D'accord? On parle de psychosis de la barbe. Alors, on a le parasitisme, il est de type ectoendotrix, et puis vous avez des manifestations. Alors, pour les teignes, en général, c'est des lésions qui sont un petit peu des autres types de teignes, c'est des lésions un petit peu squameuses, plutôt prurigineuses, alors que pour cette teigne-là, on peut retrouver une adénopathie, satellite. Alors, on peut retrouver une petite douleur, alors pas vraiment de fièvre, plutôt fébricule. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction inflammatoire qui est assez importante, mais sans qu'il y ait tout le symptôme ou le cortège de signes en faveur d'une grosse infection. Donc, pas d'altération de l'état général, pas de grosse fièvre, plutôt un petit état de fébricule. Alors, l'examen à la lumière de Wood, il est négatif. Et puis, il semblerait que ce type d'infection mycosique confère une certaine immunité durable. C'est-à-dire, si vous avez fait une infection, donc un chérion de Seltz, à condition que ce soit ce dermatophyte, par exemple au montagrophyte, il y a peu de risque que vous refassiez donc une infection de nouveau au montagrophyte. Donc ça, c'est pour la... Mais si on laisse traîner, pourquoi? Parce que tout ce qui est, en général, réaction inflammatoire, étant donné que la réaction touche le follicule pileux également, il peut y avoir une alopécie donc définitive. Donc on doit traiter donc rapidement ce type de thème. Et on termine avec le favus ou la teigne favique. Alors, il y a un seul dermatophyte responsable de ce type de teigne, c'est le Trichophyton chandleyi. Alors, elle est appelée teigne de la misère. Alors, elle n'est pas très fréquente, elle est même exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle va toucher des milieux très, très défavorisés. Alors, cette teigne, contrairement aux précédentes, va évoluer vers la chronicité. Il n'y a pas d'amélioration, il y a un risque d'évolution vers ce qu'on appelle le casque favique avec alopécie, c'est comme vous voyez là, donc alopécie définitive, dépilation donc définitive. Alors, elle débute en général à l'enfance, donc on la voit chez l'enfant. Alors, comment va se présenter ce favus? Alors, c'est très particulier, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des squames. Ces squames sont jaunâtres. On parle de cupules. De cupules, pourquoi? Parce qu'elles sont un petit peu incurvées en leur centre. Alors, comme vous le voyez sur la photo du haut, alors elles sont de couleur dite jaune soufre. Donc, vous voyez qu'il y a une coloration jaunâtre. Sur la photo du bas, c'est un petit peu plus prononcé. Elles sont très nombreuses. Et puis, on va voir que les cheveux, sont de très mauvaise qualité. Ils sont ternes, ils sont cassants. Là, vous voyez, le cheveu, il est là. Pardon, excusez-moi. Pardon. Ah oui, oui, bien sûr. Mais là, il faut mettre. Alors, il ne faut pas attendre qu'il y ait alopécie. Hein. Il faut traiter dès le départ. Alors, personnellement, j'en ai jamais vu, sincèrement. Le chandleyi, j'en ai jamais vu. Alors, les autres teignes, on en voit très fréquemment. Mais ce type de teigne reste très rare. Parce qu'il faut vraiment aller. Alors, c'est plus en Afrique qu'on va retrouver cette teigne-là. Hein. Donc, alors, maintenant, donc, je vous ai parlé donc de ce godet favique. Donc, ce godet favique, donc cette petite cupule, donc à la longue, à l'évolution, il va y avoir plusieurs godets qui vont devenir coalescents et donner ce qu'on appelle le casque favique, comme vous voyez sur la photo du bas. Alors, elle va envahir tout le cuir chevelu, entraîner une alopécie, bien sûr, qui est malheureusement définitive. Alors, il semblerait qu'elle dégage une odeur un peu particulière, dite en nid de souris. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. L'odeur, elle est juste assez désagréable, donc évocatrice de cette teigne-là. Et puis, si on pratique la lumière de Wood, on va retrouver une fluorescence donc jaune, verdâtre, un petit peu pâle. Et le parasitisme, il est de type endotrix.
Quels sont les autres diagnostics différentiels? Donc, on devine qu'on a des lésions squameuses. Donc, on a des lésions des érythématosquameuses également. On a des alopécies. Donc, on va chercher un petit peu dans ces diagnostics-là, différentiels. Et puis, bien sûr, on a des lésions inflammatoires à travers le chérion de Seltz. Alors, concernant les teignes tendantes, c'est-à-dire les barrières, la microscopique et microsporique et la trichophytique, donc, on va s'intéresser à tout ce qui est lésions donc squameuses. Et dans les lésions squameuses, on va retrouver bien sûr le psoriasis. Le psoriasis, qu'est-ce qu'on garde en tête? Le psoriasis n'est pas alopécion. Exactement. Donc, l'état des cheveux, les cheveux restent normaux. Vous avez bien sûr la dermite séborique. La dermite séborique rejoint un petit peu le psoriasis, donc avec juste ses spécificités cliniques, mais avec un état toujours normal du cheveu, bien que le cuir chevelu soit gras, soit assez... alors, les squames peuvent être épaisses, mais les cheveux sont indemnes. On peut avoir une petite, on va dire, fatigue du cheveu, mais sans pour autant que les cheveux soient touchés. Alors, vous avez ce qu'on appelle la Faustaigne amiantacée. Faustaigne amiantacée, vous connaissez ou pas? Alors, je serais presque tentée de vous laisser prendre vos téléphones et chercher comme ça. Alors, si vous faites-le rapidement, comme ça on va un peu discuter. Faustaigne amiantacée, allez. On va essayer de faire des cours plus interactifs. Qui va être le premier à nous trouver ce que c'est que la Faustaigne amiantacée? Alors, ne profitez pas pour vous amuser. C'est très sérieux, la Faustaigne amiantacée, parce que c'est un peu particulier. Déjà, si on parle de ceux qui n'ont pas de téléphone, c'est bon. On va laisser juste. Alors, qui c'est qui a la réponse? Alors, votre camarade, elle a la réponse. Allez-y.